تغيير البرنامج نرحبوا بالاستاذ محمد الوادي استاذ الحق ونعتز كونه كيف عنده كما يقال في خيال الناس باش يعمل لنا مداخله البروفيسور محمد الوادي في الدي اس جي l'institution de gestion يقدم لنا مداخله على l'histoire, le présent et le futur de l'intelligence artificielle. تفضل سي محمد. Je remercie Cissem et je remercie l'ordre des ingénieurs et tous ceux qui ont eu la bienveillance d'assister à cette séance dans laquelle j'essaierai, à la demande systémique, en 25 minutes, de parcourir 4000 ans d'histoire de l'intelligence artificielle. Si je peux avoir les diapos. Alors, histoire. L'intelligence artificielle, histoire, présent et devenir, je vous expliquerai plus tard pourquoi devenir et non pas devenir. Alors, plutôt que de commencer il y a 4000 ans, je vais commencer le 29 décembre 2025, date à laquelle est paru le numéro du Time, qui a l'habitude chaque année de nous révéler l'homme de l'année, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des femmes aussi, c'est devenu la personne de l'année. Alors c'était la personne de l'année il y a 6 mois. À la vitesse à laquelle vont les choses, on se demande ce que c'est devenu aujourd'hui, et nous sommes là pour peut-être poser cette question. Alors, vous aurez compris que Person of the Year, à l'époque, c'était ceci. Alors, je vous demanderai de prononcer ces lettres. AI. AI, ça veut dire quoi? Et maintenant ça. On va faire comme chez les médecins. On prononce ça comme ça. IA. Magnifique, j'ai une belle audience. J'ai l'habitude d'entendre des gens dire AI. Serait-ce que ce matin, j'ai écouté Mosaïque et puis une autre radio que je n'aimerais pas. AI ceci, AI cela. Le médecin me dit AI, le dentiste me dit AI. Le coiffeur me dit AI, le taxi me dit AI. Je ne comprends pas pourquoi on dit AI alors que c'est IA en anglais, en français, intelligence artificielle, ou AI, Artificial Intelligence en anglais. Et je me dis toujours que si on n'arrive pas à prononcer correctement une technologie, c'est que cette technologie nous a déjà dépassés. Et comme les autres, on dit végétal, on dit giga, on dit métaverse, et on dit AI, et c'est un problème en Tunisie que les gens ne sachent pas prononcer les noms des technologies que peut-être ils ne méritent pas. Alors, continuons pour donner maintenant la définition plutôt que les aspects cosmétiques de la prononciation. Qu'est-ce que l'IA? Et je suis toujours prudent quand on en arrive à la définition, parce que chacun a une définition. Et une des plus dangereuses, c'est de croire que vraiment il s'agit d'une intelligence. Je préfère la définition de M. Marvin Minsky, dans la photo que je vous présentais tout à l'heure, qui dit, c'est traduit évidemment, l'IA consiste à faire résoudre par des machines des problèmes que les humains résolvent grâce à leur intelligence, à l'intelligence des humains. Sous-entendu que la machine n'a pas d'intelligence, c'est quelque chose qui ressemble à de l'intelligence, c'est pas d'intelligence. Alors, nous sommes en train d'assister ces temps-ci à des drames. Parce qu'on croit que l'IA nous comprend, que l'IA est notre ami, que l'IA nous aime, que l'IA est notre confident, et puis il y a des relations qui s'établissent, et c'est là que le danger se situe. Pourquoi? Parce que les gens croient vraiment que si leur IA dit thank you ou merci, ils croient qu'elle est polie et qu'il y a une relation un peu très favorisée entre eux et elle. Alors, et ceci, c'est quoi? Merci. Large Language Models. Vous en connaissez quelques-uns? Bien sûr, ChatGPT. On va voir. Alors, combien sont-ils? Ça, c'est la liste que j'ai dénombrée hier, le soir. Ils sont 849 LLM aujourd'hui. Et le nombre est en train d'augmenter. Ça c'est en 22 mai, donc hier. 844 au 19 mai où j'avais une autre conférence. À chaque fois que j'ai une conférence, je dénombre le nombre de LLM, vous en conviendrez.
829 au 4 mai, et je ne reviendrai pas en 2025 et 2024. Le nombre est clairement en train de monter, d'augmenter d'une manière, je dirais, exponentielle. Alors, les voilà. Et chaque fois que j'affiche cette diapo, chaque membre de l'audience va reconnaître les siens. Anna Mhabba Timsik, Lélek, l'autre, alors ce qui est arrivé, c'est que les technologies sont arrivées à nous faire nous disputer pour eux. Combien de termes? Ou combien de parmi les Et le problème, c'est qu'il y en a un peu trop. Bon, évidemment, quand on les regarde, la plupart du temps, les gens, quand ils parlent de LLM, ils parlent de ChatGPT aujourd'hui, GPT, tout simplement. Alors, on va continuer pour voir l'histoire, maintenant, la vraie, celle que je vous avais promise. Nous allons remonter à l'été 1956, date à laquelle une dizaine de chercheurs se sont rencontrés au Dartmouth College entre juillet et août, 8 semaines donc, travail acharné tous les jours pour définir ce que l'intelligence artificielle est. Et c'était surtout John McCarthy qui, jaloux de son voisin de bureau à l'université qui avait inventé la cybernétique, il se dit pourquoi pas moi. Et si lui il a inventé la cybernétique, moi je le disais. Alors c'est lui qui a proposé le mot intelligence artificielle. Ne croyez pas que vous êtes d'accord, mais bon, c'était un rapport finalement qui avait été écrit par ces 4 personnes à la fin du séminaire, où le mot intelligence artificielle a été prononcé pour la première fois. Marvin Minsky, c'est lui qui a donné la définition que je préfère. Alors, en fait, la vraie histoire, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ que tout a commencé. À Babylone, vous savez où c'est, 60 km au sud-ouest de Bagdad, il y avait un roi qui s'appelait Hammurabi et qui tenait un majlis tous les jeudis, dit-on. Et en fait, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire. Et puis, un jour, il a appelé son ministre, le vizir, et il lui a dit quelque chose comme ceci. Je ne sais pas ce qu'il a dit, c'est écrit, heureusement qu'il y a des sous-titres. Et j'ai une tâche à te confier, à deviner la tâche qu'il lui a dit. Il lui a dit, à partir de ce jour, je veux que, chaque fois qu'il me vend un achat, vous me donniez la date, la vente ou l'achat, l'objet en vente et un achat et le prix à laquelle ça a été vendu l'achat. Et le vizir lui dit, mais je ne peux pas, comment voulez-vous que je fasse ça? Elle dit, moi je suis l'empereur, je te dis quoi faire, toi tu trouves le comment. Et le leadership a été inventé. Je te dis quoi faire, tu fais le comment. Évidemment, le vizir n'avait pas encore de stylo, ils avaient des ossements, ils avaient des pierres, où il fallait écrire, transcrire toutes les transactions qui étaient accomplies dans l'Empire. De quoi parlait Hammurabi? En fait, ce qu'il avait en tête, c'est ça. Une base de données sans qu'il ait la technologie. Et son nez, les systèmes d'information à cette date, si vous demandez mon avis, un système d'information, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est informatisé. L'idée que Hammurabi avait à l'époque, c'est qu'il voulait savoir la somme totale des transferts et des transactions dans son empire. Et ça veut dire quoi, ça? C'est clairement le PNB. Le monsieur, sans faire exprès, a inventé le PNB. Et pour mesurer la croissance de son empire, si la croissance est positive, tout va bien, sinon il faudra faire attention. Et il a fait autre chose aussi, le magicien. Il s'est dit, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent et qui me posent un problème, il s'est rendu compte qu'il y a des problèmes qui se répétaient. Il y avait une redondance dans les problèmes de divorce, ou de violence conjugale, ou de vol, Alors il s'est dit, bah, maintenant je vais faire des règles. Si tel problème se manifeste encore, je lui appliquerai telle règle. Et il a mis ça dans sa tête, évidemment, ces gens-là étaient dotés d'une vraie mémoire, pas comme nous. Et un jour, il a appelé son vizir, encore une fois, il lui a dit, tu fais la même chose, tu écris. Il a dit où? Il a compris la leçon, il est allé écrire ça dans une stèle que vous pourrez trouver à Paris, dans le Louvre, une stèle où il y a le code de Hammurabi. Ils ont trouvé ceci en 1902 à une ville qui s'appelle Suse, entre l'Irak et l'Iran, et qui disait quelque chose comme ça. Si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué. Si un homme, on va grandir ça, si un homme commet un vol, il sera tué. C'est bizarre pour un oui, pour un non, il tue. Pourtant, ils étaient 250 000 à l'époque. Bon, bref. Ce que vous avez remarqué, c'est ceci que je veux que vous remarquiez. Le si, alors, déjà. Alors, quand on voit ça à l'époque, ça c'est en 2000 ans avant Jésus-Christ, ça c'est maintenant. If then else. En français aussi, dans certaines versions de Pascal, si alors. C'est pour vous dire que cette chose-là ne date pas d'hier, qu'il n'y
rien de nouveau. Et ça va commencer. Les systèmes d'information, ici alors, la programmation, tout ça. Et puis, ça n'est pas fini. Science et vie, c'est quelque chose que je lis à mes moments de loisirs quand j'en ai. Et puis, c'est ça qui m'a attiré. Algorithme. Maintenant, tout un chacun, tout le monde sait ce que c'est qu'un algorithme. Alors, والله عرفني أنا شو منشي قال oui l'algorithme راهو يعمل كيك. Et tout le monde parle d'algorithme ici. En fait, l'algorithme, c'est pas exactement ce que vous êtes en train de dire, mais bref, ça vient d'où? Eh bien, nous savons d'où ça vient. Algorithme, c'est Raoul. Les Européens ont essayé de changer ça, mais rien à faire parce qu'on avait des éclates. Et c'est quoi Alors, on va regarder ça. Alors, ce qu'ils faisaient, c'était des algorithmes réels, c'en est un là. D'équations quadratiques, d'équations de second degré. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi le IV? If, then, else. Déjà, évidemment, nous ne l'avons pas dans la forme que nous connaissons, mais peu importe, c'est une question de formalisme. Alors, vous avez vu le rapprochement, je suis sûr que vous avez compris, on va continuer ça. Ça, c'était en 750, 850, et c'était fait Beit el-Hakma, 9e siècle, encore Bagdad. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les frères Banu Moussa, le siècle, 3. C'était, tenez-vous bien, 3 ingénieurs. Alors c'est vrai, quand on vous dit les ingénieurs au cœur de quelque chose, stratégie nationale, peu importe, mais c'est les ingénieurs qui ont commencé à rouler la balle de l'IA. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Al-Hassan, Mohamed et Ahmed. هل تعتقد أن هذا الوصل السريع؟ نعم، إذا أعطينا السعي بالطرق يجب أن نعبره أولا. Ça, c'est le livre qu'ils avaient écrit après. Kitab al-Khiyal. De quoi s'agit-il? Kitab al-Khiyal, en fait, ils adoraient faire des automates. Des choses qui bougent et qui font des choses, comme un serveur qui verse un mouvement répétitif, automatique comme ceci. Et puis, plus tard, 300 ans plus tard, est venu The Dreamer, Al-Jazari, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Mais en fait, il avait un nom, ce kitab, Ma'rifat al-Khiyal al-Handasiyya. Nous y voilà clairement. Ce livre existe, il est dans Google Books, je vous l'ai amené pour vous montrer un peu comment c'était. Alors, évidemment, il a été traduit dans toutes les langues, il est encore en circulation, en anglais, en français, en russe, etc. Et voici à quoi ça ressemble et comment ça a été écrit. À la main, avec des dessins, des schémas, déjà, au 9e siècle. Alors, si on feuillette encore, on trouve cet objet, puis je vais le faire animer par l'IA, un peu pour m'amuser, pour voir ce que c'est. Ça, c'est le père de l'engrenage qui a été inventé là. Et c'est cet engrenage qui a voyagé en Suisse pour donner lieu aux horloges et aux montres et tout autre automate qui fonctionne avec l'exactitude des mécanismes qui avaient été créés à Bagdad. Alors vous avez ici ce que c'est venu, et c'est la naissance. Alors voyons le présent maintenant, puisque je vous avais promis 4000 ans, il faudra peut-être se presser. Un beau jour, ce monsieur de ce qui pour certains was a doomsday, en tout cas c'est un des jours les plus importants de l'histoire parce que là nous parlons d'une autre intelligence. Et je ne vous le cacherai pas, messieurs, dames, que c'est pour la première fois de l'histoire que l'humain s'est trouvé face à une intelligence qui risque d'être supérieure à la sienne. Nous n'avons jamais vu cela. Nous étions en bonne compagnie avant avec les légumes et les animaux, mais maintenant nous avons affaire à autre chose. Alors il a annoncé, vous avez deviné, ChatGPT version 3, et puis après, les voilà tous, ceux que je vous avais promis. Regardez-les bien, oui, certainement vous allez trouver le vôtre. Mais telle n'est pas l'importance. Ça, c'est la panoplie, évidemment, il y en a 800 autres. Ce qui est plus important que vous sachiez, c'est que la vérité qui vous donne n'est pas une vérité, que tout est tordu. Il y a ce qu'on appelle la confabulation, hallucination pour les autres, flagornerie quand ils vous flattent, le biais algorithmique et surtout l'alignement, plus d'autres. Mais ça, c'est les 4 soucis que nous avons. Nous n'allons pas bâtir une stratégie avec une chose comme ça, à moins que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour continuer, comment ça a été fait? GPT Turbo, en fait, il a aspiré, il a piraté tout l'Internet. En fait, l'Internet,
depuis ARPANET, depuis NSFNet, depuis l'Internet 87, tout ce qui a été accumulé dans ces bases-là, dans l'immensité que vous ne pouvez pas imaginer, il a mis dans le ventre de cette machine. Et on nous a dit que c'était une technologie qui est là pour prévoir le prochain mot. Quand tu vas écrire un mot, il va savoir quel est le prochain mot le plus probable. Et puis avec 2 mots, il va devenir le plus probable. Évidemment, ça va loin, parce que maintenant, nous avons réellement l'impression que cette machine, c'est pas seulement ça qu'elle fait. Alors, voyons. Ça, c'est tous les documents d'Internet, pas seulement tous les documents, mais toutes les relations entre tous les documents. Chaque document est statistiquement corrélé avec tous les autres, tous les documents, y compris les conversations que vous avez avec votre chair. Et alors, c'est que si nous sommes en train de vaquer dans l'immensité quelque chose pour laquelle nous n'avons aucune idée, il vaut mieux peut-être imaginer de quoi nous sommes. Les humains ont 2 problèmes. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est exponentiel, et ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est l'infini. Alors, il y a des gens qui ont étudié ça. Alors, voyons par exemple ce que c'est qu'une bibliothèque infinie. Quelqu'un a imaginé ça, une bibliothèque de Babel. La bibliothèque de Babel, c'est une bibliothèque qui contient tous les livres qui ont été écrits, et tous les livres qui sont en train d'être écrits, mais tenez-vous bien, aussi tous les livres qui vont être écrits, et tous les livres qui n'ont pas été écrits. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela signifie? Alors, tous les livres, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les vérités ainsi qu'une infinité de mensonges, chose à laquelle que je soulignerai. Le secret de l'univers, de la vie, de tout, y est caché. Et ça existe maintenant. Et ça a été inspiré par M. Émile Borel, qui a imaginé ce qu'on appelle le thought experiment, une expérience de pensée, je crois que je traduirai. Il y a pas une infinité d'usages savants. Alors ici, si je prends, on va voir le passage, 1 million de singes avec 1 million de machines à écrire qui vont tapoter 1 million d'années pendant. Est-ce qu'il y aura une chance que l'un d'eux accouche d'un chapitre d'un livre ou d'une pièce de Shakespeare? On va les voir. Alors imaginez 1 million qui tapote 1 million pendant 1 million d'années. Alors pourquoi s'arrêter à 1 million? Quelle est la chance pour qu'il tape par accident ça? Et c'est quoi ça? On va voir ce que c'est. Y a-t-il une chance pour ce qu'il tapote par accident ça? Ou un chapitre de Hamlet. Quelqu'un l'a calculé. Hamlet complet de 29 551 mots. Et 124 et 7, la probabilité a été calculée 1 sur 3,4 fois 10 à la puissance 100, etc. Surprise, c'est pas 0. Et si on leur laisse, plus on leur laisse le temps, et plus on a de chance pour que ça se passe. On va voir un autre exemple pour mieux marquer le point. Vous connaissez Pi? Certainement, c'est un exemple que j'ai choisi pour vous. Le 19 novembre 2025, il s'est passé beaucoup de choses à la fin de l'année 2025. Ils ont enfin calculé Pi à 314 000 milliards, pour ne pas dire trillion en anglais, de chiffres après la virgule. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Parce que là, nous dirigeons vers l'infini. Nous ne sommes pas encore là, parce que l'infini, c'est ça, ce qu'il y a après la virgule de Pi. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors on va voir. Quelqu'un, un japonais, s'est amusé à aller chercher, puis il a trouvé cette chaîne de chiffres 6 fois. Dans les chiffres qu'il a pu voir. Il a trouvé ceci 5 fois, c'est-à-dire 9, etc. à l'envers. Il a trouvé ceci, 1, 2, 3, 4, 2 fois, y compris ça qui est en haut, et ceci 1 fois. Ah, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, parce que moi je ne crois jamais ce qu'on me dit, je vais vérifier. Où est-ce que je peux trouver Pi? Avec les ordinateurs que nous avons aujourd'hui, ça ne doit pas être un problème. Alors, j'ai trouvé. Alors, on va écouter d'abord ce que ce monsieur dit, parce que c'est important. Le nombre pi continue à l'infini. Il continue sans jamais se répéter. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette suite de chiffres décimaux se trouvent tous les nombres existants, sans exception. On y trouve votre date de naissance, la combinaison de votre casier, votre numéro de sécurité sociale. Tout est là, quelque part. Et si vous décidiez de convertir ce chiffre décimaux en lettres, vous
vous verriez apparaître tous les mots qui ont jamais existé, dans toutes les combinaisons imaginables. La première syllabe que vous avez prononcée, bébé, le nom de celui ou de celle qui vous fait craquer, votre vie entière racontée d'un bout à l'autre, tout ce que nous pouvons dire ou faire, tout le champ infini des possibles, toutes les hypothèses sont contenues dans ce simple cercle. Qui est l'infini. Alors, j'ai trouvé un site, vous pouvez prendre le code QR pour y aller. Vous n'aurez pas ma chance parce qu'à l'époque c'était 10 milliards de chiffres après la virgule. Ils ont remis ça à 1 milliard depuis que j'ai fait la conférence, j'espère qu'il y a influence. Et évidemment, question de coût. Vous avez trouvé 1 milliard, peut-être que vous allez trouver quelques chiffres. Et puis je me suis amusé à chercher, ça c'est 10 milliards, ça c'est mon numéro de carte d'identité, je vous le donne pas en entier pour des raisons évidentes. Et j'ai cherché, il l'a trouvé à cette position. C'est en quelques secondes. Hein. Je prends un autre chiffre, ça c'est la date de naissance de mon fils. Il l'a trouvé à cette position. Prendre la date de naissance, ah non, ça c'est... Bon, après j'ai donné au moins 100 chaînes de caractères qu'il a tout trouvé, à 10 milliards seulement. Il y en a une qu'il n'a pas trouvé. Mon nom, que j'ai traduit en chiffres, M c'est la 13e lettre, O c'est la 18e, etc. Et j'ai donné ça, et il a cherché, et puis il n'a pas trouvé. Il ne m'a pas trouvé. Il a peut-être 20 milliards, mais ça vous rassure, parce qu'un jour, si on a tous les chiffres, si c'est possible de tout trouver, tant pis. Ça vous donne une idée? Ben, c'est un peu l'infini dont nous sommes en train de parler, quand l'IA va cumuler même les pensées que nous sommes en train d'avoir en ce moment, et cela est possible maintenant. Alors, j'ai donné ce chiffre-là, 999, il a trouvé que c'était rapide. Je fais un pi pour voir est-ce que c'est vrai, et c'est vrai. Il est là. Les réseaux de neurones, c'est exactement la même chose. C'est une infinie avec des paramètres et des milliards de paramètres. Nous sommes en train de parler de milliards maintenant, et pas de centimes, qui sont interreliés et qui vont fonctionner un peu comme pi. Alors, nobody knows how AI works, it really doesn't. Ceux qui l'ont inventé ne savent pas comment ça marche, par quel chemin le raisonnement traverse le réseau de neurones, et nous ne savons pas non plus ce dont elle est capable. Ça, c'est une étude qui a été faite par Anthropic, la boîte qui fait Claude. Ils ont dit voilà les champs qui sont touchés ou qui risquent d'être touchés par l'IA, et voici ce qu'elle peut faire, l'IA. Vous pouvez voir vos disciplines, voir à quel degré elle va être affectée. Et voilà ce que nous sommes en train de faire et à quoi nous sommes en train d'utiliser. C'est-à-dire que nous sommes en train d'utiliser l'IA à sous-capacité. Déjà maintenant. Imaginez quand elle va croître, et elle va croître, ce que ça va faire. Alors, devenir... Mes chers concitoyens, écoutez-moi bien ce soir. L'intelligence artificielle est morte. Morte, car elle n'a jamais été vivante. Elle ne faisait que copier le passé. Elle ne recyclait que ce qui était déjà connu. Mais une nouvelle force est là, l'intelligence synthétique. Elle n'imite pas. Elle crée. Elle ne suit pas. Elle construit. C'est la révolution synthétique et l'avenir. Il appartient à ceux qui la contrôlent. Ça, c'est après l'agentique. Le mot-clé depuis l'année dernière. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'IA, vous, maintenant? Vous ne faites pas comme la Gen Z, qui ces jours-ci font parler d'eux? Pour ou contre? Mauvaise question, mauvaise réponse. Vous n'avez même pas le choix. Ça, c'est un tsunami. Quand un tsunami se dirige vers vous, ne lui dites pas « Attends, je vais amener mon maillot ». Ou alors « Attends, j'ai un châle ». Le tsunami est là, et il va couvrir tout ce qui est... Ne soyez pas dans cette maison. Alors, je serai où? Sois là-bas. Utilise l'IA, parce que le danger, c'est pas l'IA, c'est celui qui est à côté de toi, l'utilise. Ceci dit, je vous remercie. Mon nom est Mohamed Boueli.